Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je suis effectivement très heureuse également d'introduire ce séminaire, le 8e séminaire de la chaire. Et je suis par ailleurs assez émue. Également, puisque ce séminaire porte sur le neurodéveloppement chez l'enfant, architecture et environnement thérapeutique. Alors, avant tout développement, effectivement, je vais me joindre aux remerciements au nom de la chaire Archidessa je vais remercier bien sûr les personnes et les institutions qui ont contribué à l'organisation de ce séminaire et au soutien de la chaire depuis ses débuts, il y a presque 4 ans maintenant. Nous remercions bien sûr la direction de l'hôpital universitaire Robert Debré, Agnès Petit, Marianne Perros-Saucine, bien évidemment, de nous recevoir dans ces murs au sein de l'hôpital Robert Debré. Et puis le groupe hospitalo-universitaire APHP Nord, notamment Laurent Leguédard et Virginie Barabé pour leur accompagnement dans l'organisation de cette séance. Enfin, bien évidemment, je vais remercier le comité de pilotage de la chaire, la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la Fondation de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, le ministère de la Culture, l'école Camando, l'ENSA Paris Val-de-Seine, son laboratoire EFCO et l'Université Paris Cité, et bien sûr les représentants de ces institutions. Enfin, je vais également remercier pour leur gros travail dans l'organisation de ce séminaire les membres du comité d'organisation, Florent Paoli et Jade Grandet. Enfin, pour terminer dans ces remerciements, je vais profiter de ce temps de parole pour bien sûr témoigner de nos remerciements auprès de nos mécènes, en base et Patrick Join, qui ont fait part de la première campagne de mécénat, Brunet Saunier architecte et associé, Equance, Renzo Piano Building Workshop, Saint-Gobain, et je terminerai par Aya Life Designer, qui font partie de l'aventure de la chaire depuis le démarrage de cette aventure et qui ont contribué grâce à nos nombreux échanges à la genèse de cette 8e rencontre. Enfin, merci à tous nos intervenants pour leur contribution et leur précieux apport. Alors simplement, dans cette introduction qui sera juste de quelques petites minutes, une dizaine de minutes, je vais introduire le sujet du séminaire et puis dans un deuxième temps, j'essaierai de vous présenter rapidement le déroulé de cette séance. Je vous disais tout à l'heure que j'étais particulièrement émue à l'idée d'introduire ce séminaire. Pourquoi ? Puisque c'est le premier séminaire de la chaire Archidessa qui porte sur une tranche d'âge de la population, une tranche d'âge de période de grande vulnérabilité, voire de dépendance, celle de l'enfant et de l'adolescent. Et puis, parce que, bien sûr, nous le savons, les premières années de la vie sont déterminantes pour le développement psycho-affectif des enfants, impactant leur capacité à s'adapter dans leur vie future et dans leur vie d'adulte. De plus, nous sommes face à l'un des enjeux les plus importants de santé publique aujourd'hui, puisque des études épidémiologiques, des enquêtes menées aux États-Unis, en Europe, au Canada, convergent vers le même constat. Il y a une augmentation des troubles du neurodéveloppement des enfants, et je laisserai mes collègues en parler mieux que moi tout à l'heure. Les troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, les troubles du développement intellectuel ou des troubles du spectre de l'autisme. Donc face à ce constat, il y a des stratégies, notamment la stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement qui se développe avec un repérage, une tentative de repérage systématique des écarts de développement de la naissance aux 6 ans, soit un dépistage le plus précoce possible qui est envisagé. Et cela engage bien sûr la conception, la construction de nouveaux établissements, et c'est cela qu'on viendra vous présenter aujourd'hui. Enfin, la Haute Autorité de Santé va aussi définir certaines recommandations sur le bien-être et le développement de l'enfant en essayant bien sûr de les accompagner dans chaque instant de leur vie. À l'institut, à l'hôpital, mais également dans leur vie quotidienne, à la maison, à la crèche, voire à l'école. En outre, ce qui semble important de rappeler, et c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, ces dernières années, les progrès en neurosciences ont notamment identifié des facteurs de risque génétique en partie, mais également environnementaux. Et je vais citer Jean-François Pujol, qui a une citation qui est extrait d'un article du Monde, qui est pédiatre et médecin hospitalier, et il dit « L'environnement, le cadre dans lequel évolue l'enfant, ne crée pas le trouble, mais peut en favoriser l'expression ». À ce titre, nous nous questionnons en tant que concepteurs, architectes notamment, ou designers, voire paysagistes. Quel impact peut avoir l'environnement, le lit, la chambre, l'école, les établissements publics, voire l'espace public, sur le neurodéveloppement de l'enfant ? Quel est l'impact des caractéristiques de l'environnement naturel, urbain, paysager ou bâti sur l'état sensoriel et clinique des personnes atteintes de ces troubles ?
Enfin, comment la recherche autour du neurodéveloppement pourrait ou peut nous permettre de comprendre comment ces environnements peuvent susciter des réponses émotionnelles, telles que l'émerveillement par exemple, et influencer les processus cognitifs chez l'enfant. Dans ce séminaire, bien évidemment, nous n'aurons pas la possibilité d'embrasser l'intégralité de ces sujets. Nous nous limiterons à présenter 4 projets médicaux, architecturaux et de design qui ont été construits récemment ou sont en phase de conception, dédiés spécifiquement au neurodéveloppement de l'enfant, instituts et hôpitaux. Ces questionnements, ces projets abordent des enjeux de santé publique et questionnent les différents composants, dispositifs de la ville, de l'architecture, du paysage ou du design pouvant avoir des effets positifs, peut-être, sur l'adaptation et la prise en charge des enfants avec l'expression clinique des symptômes inhérents aux troubles du neurodéveloppement. Comment, à ce titre, le traitement de l'espace, de l'ambiance, du paysage, de la lumière, de l'acoustique, de la polychromie, du mobilier, ainsi que la gestion des flux et la signalétique peuvent-ils accompagner le prendre soin en facilitant l'inclusion à toutes les échelles, du territoire au micro-espace, en proposant des lieux rassurants et favorisant l'imaginaire de l'enfant. À l'instar des Pays de l'enfance de Thierry Pacaud, qui nous propose de faire de la ville et de l'école un terrain d'aventure, nous vous proposons ici de réfléchir aux lieux de soins comme terrain d'aventure, de jeu, de développement physique et psychique, en toute sécurité, tout en accompagnant, bien sûr, sans les oublier, les soignants et le personnel qui accompagnent ces lieux au quotidien. Enfin, ces projets, je dirais, et ça a été rappelé par Agnès Petit à l'instant, s'inscrivent dans une lignée historique de concepteurs, chercheurs, médecins, architectes, designers, portant cette question de l'humanisation des lieux de soins pour l'enfant ou pour tout type de population. À cet égard, comment prendre en compte ce qui existe déjà dans toute leur épaisseur émotionnelle et thérapeutique? Comment les révéler, les valeurs, et notamment les valeurs de santé et d'hospitalité, présentes sur ces sites, tout en proposant un nouvel écosystème sanitaire en phase avec les nécessités contemporaines. Alors, simplement, pour vous présenter les interventions qui vont se dérouler, elles se feront à plusieurs voix, toujours. Pourquoi ? Afin de nourrir les approches interdisciplinaires de chacun en créant une communauté, finalement, de professionnels autour de patients, pairs et partenaires. Corps médical, neuropédiatre, pédopsychiatre, ingénieur en biomédical, cadre de santé publique issus de l'école des hautes études en santé publique, architectes, designers, chercheurs en design, en architecture, de l'hospitalité et de la santé, puisque, effectivement, les lieux dédiés aux soins méritent d'embrasser toutes ces compétences et connaissances qui sont absolument passionnantes. La première session sera animée par Donato Severo, responsable scientifique de la chaire Archidesa. Je le laisserai, bien évidemment, ainsi qu'Emmanuel Godmer, présenter les équipes. Tout d'abord, simplement, la première intervention présentera, et je vais en quelques mots, les recherches sur ce continuum entre la vie des enfants, l'institut, la recherche, en décrivant comment les dispositifs architecturaux peuvent accompagner la thérapie à travers le conditionnement émotionnel des patients, des enfants, et la pratique donnée aussi au jeu. Ils nous parleront des nécessaires espaces de seuil et de l'intégration du futur bâtiment dans son contexte, notamment avec le périphérique, mais également avec l'hôpital emblématique Robert Debré, inauguré par Pierre Riboulet il y a quelques années maintenant et labellisé Architecture contemporaine remarquable. La deuxième intervention portera sur la construction de l'Institut des pathologies du développement de l'enfant et de l'adolescent, IDEAL. Et nos intervenants reviendront sur l'idée de construire un institut issu d'un transfert d'un des plus grands hôpitaux d'Europe vers l'hôpital pour enfants Robert Debré. Et nous parlerons de cette rencontre entre sites existants et nouveaux projets et comment ils ont cherché à proposer un projet conçu comme un habitat idéal à travers le travail sur les sens, notamment, entre autres, les odeurs, la matérialité, la lumière, l'ambiance et l'art. La troisième présentation portera davantage sur un hôpital général pour enfants, pour mères-enfants, parents-enfants, autour des thèmes de l'architecture et du jeu. Enfin, la dernière, donc avec un exemple bien évidemment danois,
Enfin, la dernière présentation portera sur une échelle beaucoup plus petite. On fera un saut d'échelle avec une pièce de 8 mètres carrés pour des enfants atteints du spectre de l'autisme. Et ce sera surtout, en partie, la méthodologie de co-conception avec le personnel qui sera explicitée en revenant sur les freins et les leviers rencontrés grâce au retour d'expérience des patients. Enfin, Nathalie Bednarek, neuropédiatre, sera notre grand témoin de l'AMH, l'American Memorial Hospital de Reims, support de recherche de la chaire Archidessa depuis quelques années, et discutera nos 2 premières sessions. Enfin, le temps d'échange sera animé par l'architecte Anne-Sophie Brichy, qui travaille sur ces questions, notamment sur les questions de l'autisme. Enfin, la conclusion sera portée par Karine Delanoë, docteur et spécialisée en design d'hospitalité. Pour conclure, je voudrais revenir sur quelque chose. Les différents projets qui sont présentés ici, seront présentés ici, sont de très grande échelle pour la plupart, à part notre dernier cas, et sont essentiellement, à part notre cas danois, sur le territoire francilien. Toutefois, il existe de nombreux réseaux, associations, établissements, instituts médico-éducatifs et de nombreuses personnes, les familles portées à la guidance parentale par exemple, ou des travailleurs sociaux ou enseignants qui mériteraient d'avoir leur place aussi et de parler, de pouvoir partager leurs connaissances sur ces types de rencontres. À ce titre, je me permets d'ouvrir éventuellement sur un futur travail de collaboration en recherche sur ces questions qui pourraient être portées. Et j'espère intimement, personnellement, mais je pense que les personnes qui sont ici peut-être auront le même espoir, que nous puissions poursuivre des recherches pluridisciplinaires précises sur cette question que nous portons tous collectivement, sur le neurodéveloppement de l'enfant, architecture et environnement thérapeutique. Je vous remercie. Merci Agnès Petit pour l'accueil. Merci Lila Bono pour cette introduction qui nous permet rapidement d'entrer en matière. Merci pour avoir finalement, dans vos 2 interventions, rappelé la valeur du lieu dans lequel on est. C'est extrêmement important. Et Riboulet, que j'ai eu l'occasion, la chance de connaître personnellement dans plusieurs occasions et de pouvoir collaborer avec lui, disait une chose qui me semble extrêmement importante, au moins du point de vue de la chaire, mais en général de ce rapport entre l'architecture et les humanités médicales. Il disait, l'architecture hospitalière, ce n'est pas une spécialisation. Il faut simplement exercer les vertus de l'architecture. Les vertus de l'architecture, c'est la couleur, l'espace, la lumière, les matériaux, etc. Cette phrase a marqué toute sa carrière. Il a réalisé beaucoup d'hôpitaux, hein, mais quand il a commencé l'aventure ici, il n'avait jamais réalisé un hôpital. Donc, il a marqué un changement profond dans l'architecture hospitalière, mais convaincu toujours de cette démarche virtuose de l'architecte qu'il est lié à des éléments qui sont, on pourrait dire, universels. Donc, je voulais simplement rappeler ça. Merci à tout le monde de participer. Merci le privilège de votre présence aujourd'hui ici dans cette belle salle, dans cette magnifique hôpital, mais aussi la présence des personnes qui sont en distanciel. La première partie de cette matinée, ça a été déjà un peu introduit par Lila Bono. On a 2 projets. Donc, on entre immédiatement en matière. Je donnerai tout de suite la parole à Marianne Perrault-Saucine, directrice de l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant, et à Simon Tuderos, architecte associé à IA Life Designer. Vous trouverez une brève biographie, comme je dis, une brève biographie dans la brochure des participants, donc je ne vais pas trop présenter. Simplement, je veux rappeler que ce premier projet qui est présenté est un projet
une formation de soins de recherche d'excellence, l'Institut du cerveau de l'enfant, Hôpital des Bray, et qu'il est porté par l'assistance publique des hôpitaux de Paris, par l'INSERM, par l'Université Paris-Cité, l'ECA et l'Institut Pasteur. Donc merci, je vous donne la parole à Madame Marianne Perrosossine et Simon Tuderos.